Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur Digital Media Congo. Ici Loïc Ball. Nous allons aborder avec mes invités du jour, Oko Ejidel et Blanchard. Ensemble, nous allons aborder le sujet de la délinquance, de l'insécurité en République du Congo. Nous allons ensemble avec mes invités voir les différents acteurs impliqués autour de la question, le ressenti de la population, comment ils vivent, les différents défis, notamment sociaux et pour les pouvoirs publics, autour de la question de l'insécurité. Alors, sans plus tarder, je vais me tourner vers mes invités qui sont mieux sachants que moi sur cette question et ils vont nous dire un peu ce que c'est que ce phénomène de bébé noir notamment ou de l'insécurité de manière plus large. Alors, je vais donc me tourner vers Blanchard. Bonjour et bienvenue sur Digital Media Congo. Merci Loïc. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette insécurité que vivent les Congolais? Merci Loïc déjà pour cette invitation. Vous savez, l'insécurité est un problème qui est récurrent à la nature humaine. Malheureusement, dans les pays où nous vivons, nous constatons ce phénomène qui est dû à l'évolution de la société. Donc, le Congo aussi ne fait pas exception de ce phénomène-là qui est généralement vu, comme je le disais, par une évolution de la société avec des phénomènes comme l'influence des réseaux sociaux, les destructions des familles ou l'éducation ratée dans certaines familles. D'accord. Et ces différents facteurs induisent notamment ces questions d'insécurité. Et donc, tous ces facteurs que vous avez cités là, on peut dire que c'est un peu des causes à la base de l'insécurité que connaissent les... En tout cas, parmi les causes, hein, notamment, comme je le disais, globalement, c'est dû là à l'évolution de la société. Ce n'est pas peut-être importé d'ailleurs, mais c'est un phénomène de société que nous constatons un peu partout dans les pays où nous vivons, même dans les pays qui ont plus de moyens, à plus forte raison, le Congo, comme je le disais, qui ne fait pas exception à ce phénomène. Voilà. Tout à fait, merci. On reviendra notamment sur ces différentes causes et puis l'état de cette question-là d'insécurité dans d'autres pays. Et c'est un facteur qui n'est pas propre qu'en République du Congo. Et puis, on rencontre généralement ces questions un peu partout. Alors, je vais me tourner vers Ejidel, Oko. Bonjour et bienvenue sur Digital Media Congo. Bonjour Loïc, merci beaucoup. Alors, que pouvez-vous nous dire sur cette question d'insécurité? Comment vivent les Congolais? Comment le ressentent-ils? Et comment les pouvoirs publics en font face? Alors, la question de l'insécurité, il en va de soi que de dire que la population, en tout cas, le vit très très mal. Il y a un sentiment d'abandon, il y a un sentiment où les choses ne sont pas résolues. Et ce sentiment-là va forcément pousser à trouver des coupables. Et aujourd'hui, les premiers coupables qui sont indexés par la population, c'est d'abord la police. La police est quelquefois, en fait, on sort du cadre, en tout cas, de l'exercice de la police. Et donc, du coup, c'est voilà, le sentiment d'insécurité, d'abandon, et c'est ce qui est souvent ressenti par la population. Et je rejoins Blanchard lorsqu'il dit que en fait c'est quelque chose qui concerne la famille, c'est pas propre au Congo. Et pour ceux qui sont en France, on le sait très bien, hein, les problèmes de l'insécurité sont des problèmes que nous rencontrons même jusqu'aujourd'hui, bien qu'il y ait des dispositifs en place dans les pays développés, les États-Unis et tant d'autres pays, on va aussi constater ce type de choses-là. Donc aujourd'hui, je pense que peut-être qu'on verra un petit peu ce que le gouvernement a mis en place, mais pour l'heure, la population se sent en insécurité. Est-ce que c'est un sentiment? Est-ce que ce sentiment d'insécurité-là, ou encore le sentiment d'abandon, est un sentiment avéré? Est-ce que le gouvernement ne fait véritablement rien? Peut-être qu'on aura des pistes de réflexion avec Blanchard qui nous donnera peut-être des chiffres là-dessus. Très bien, ok. On va prendre ce dernier point dans son sens un peu plus large. Quels sont les différents acteurs qu'on peut indexer sur cette question d'insécurité?
Alors, les différents acteurs qu'on peut indexer sur le plan de sécurité, la première cellule, on parle de la cellule éducation, c'est la famille d'abord, les parents. Et puis après les parents, on peut parler justement des pouvoirs publics. Les pouvoirs publics, je fais allusion, ça peut être le ministère de l'Éducation, la police qui doit interpeller, assurer la sécurité. Il y a le ministère des Affaires sociales, le ministère de la Jeunesse, des Sports, de la formation qualifiante et de l'emploi. Et tous ces facteurs-là, en fait, toutes ces personnes-là doivent être concernées, et sans oublier le ministère de la Justice et aussi de l'Intérieur. Donc l'ensemble de ces personnes et encore de ces ministères doivent travailler de concert pour venir porter en tout cas des pistes de solutions par rapport à cette problématique. Et est-ce qu'actuellement on peut parler d'un dialogue? Est-ce que ces acteurs sont en commun pour travailler notamment sur ces questions d'insécurité? Alors, est-ce que ces acteurs sont en dialogue? Je dirais, en tout cas, ce qui respire, non. Mais on voit, par exemple, moi j'ai vu le directeur de la police, King Obami Ito, aller à la rencontre des chefs de quartier pour essayer de solutionner ce problème. Il a compris que son rôle à lui d'interpeller, mais sauf qu'il est limité par le temps, 72 heures de temps d'interpellation. Après, ces derniers se retrouvent à l'extérieur. Donc, on peut dire que, en tout cas, au niveau de la police, il fait son travail. Alors, qu'en est-il au niveau de la formation qualifiante, de l'emploi, de la jeunesse? J'ai le sentiment qu'il n'y a pas. Mais en tout cas, il y a des acteurs qui travaillent, mais est-ce qu'ils travaillent de concert? Pour l'instant, je ne vois pas, je n'ai pas vu, et peut-être que ça se fait sans que je ne sois au courant, mais pour l'heure, je ne vois pas cette réalité-là. Très bien. Pour faire face à cette question d'insécurité, sur les différents acteurs que vous avez évoqués, quel est le rôle que chaque acteur devrait jouer? Alors, on va partir de la personne la plus proche de cette question, la population qui la vit. Est-ce qu'au sein de la population, il y a des acteurs, notamment la famille, et quels sont les rôles qu'ils devraient jouer? Alors, il y a le rôle de la famille. Est-ce qu'il faut parler des enseignants, de l'école? Est-ce qu'il faut parler de la police? On parlera un peu de tout cela, mais chacun, quel est le rôle qu'il devrait jouer pour améliorer un peu l'impact de cette insécurité que vivent les Congolais? Le rôle de la famille, c'est d'abord, premièrement, d'apporter un cadre. On dit que souvent, la plupart des choses qui commencent, c'est dans la cellule intrafamiliale. Donc, apporter un cadre de l'éducation en soi et apporter aussi des valeurs. On parle de valeurs moraux. Il ne faut pas oublier que lorsqu'on est adolescent, on est soumis à une autorité parentale. Donc, le parent, pour un enfant qui n'a pas l'âge adulte, a une responsabilité morale et civique par rapport à l'enfant. Et donc, du coup, son rôle à lui d'apporter un cadre et de l'éducation. Mais maintenant, par rapport à la police, on peut dire que la police, son rôle, qui est bien défini, d'interpeller, d'assurer la sécurité. Alors, la question que je peux poser aujourd'hui, excusez-moi, est-ce que la police interpelle? Je pense que peut-être que sans doute Blanchard nous donnera des chiffres là-dessus, et je compte sur lui. Et est-ce que la police interpelle? Et on a le sentiment qu'il y a des choses qui ont été faites, mais Blanchard nous en dira un peu plus. Et donc, ça, c'est le rôle de la police. Après, le rôle du ministère, on parle du ministère de la formation qualifiante, de l'emploi, de la jeunesse et des sports. C'est 4 portefeuilles, un ministère, en tout cas, c'est 4 portefeuilles. Donc, le problème de l'emploi peut engendrer ce type de problème. L'absence de formation qualifiante peut engendrer ce type de problème. L'absence de la vie sportive aussi au niveau du pays, qui est un sujet très important pour occuper des jeunes. Et on parle d'une profession aussi, le sport. Et donc, tous ces facteurs-là peuvent aussi en apporter. Les professeurs, évidemment, il faut peut-être remettre, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, l'éducation civique. C'est quelque chose d'assez important pour venir nous rappeler justement des valeurs de la société. Et après, au niveau du ministère de l'Intérieur, les enquêtes, etc. Au niveau des affaires sociales, il faut mettre en place justement des structures sociales, des maisons éducatives à caractère social, des centres de loisirs, permettre à ce qu'il y ait justement tout ce maillage, et ce maillage-là permettra en tout cas d'atténuer, selon moi, les maux. Ok, intéressant. Alors, je vais me tourner vers Blanchard. J'ai une question. Est-ce que vous avez des chiffres pour nous qui montreraient un peu l'action des pouvoirs publics, notamment de la police, sur cette question d'insécurité? Ouais, vous savez, c'est le rôle des pouvoirs publics d'assurer la sécurité des populations. Donc, il est tout à fait normal que la population, comme le disait mon frère, indexe souvent les autorités, et on a comme l'impression que rien n'est fait parce que dans les quartiers, les populations ne vont plus librement à leur occupation. Et quand vous êtes dans certains quartiers de Brazzaville ou bien de Pointe-Noire, notamment dans des grandes agglomérations, il y a des zones, à une certaine heure, on ne se permet pas de se promener. Alors, on ne peut pas accepter, comme le disait le général de la police,
qu'on ne peut pas accepter qu'il y ait des jeunes qui prennent en otage des quartiers et qui empêchent à des populations de vaquer à leur occupation. Cependant, le gouvernement aussi a pris à bras le corps ce problème. Ce n'est pas un problème facile à régler, surtout dans le contexte où nous sommes, le contexte notamment du Congo. Ce n'est pas un problème facile à régler. Cependant, le gouvernement, il y a de cela quelques mois, a lancé une opération conjointe police et gendarmerie qui est supervisée par le ministère de l'Intérieur, qui, lors de cette opération, a permis notamment d'interpeller un peu plus de 2000 jeunes délinquants, et de détruire un peu plus de 190 fumoirs, selon le rapport de cette opération appelée Coup de poing. Cependant, est-ce que dans ces 2000 jeunes qui ont été interpellés là, tous doivent être allés vers des centres pénitentiaires? Vous voyez, mon frère a parlé ici de beaucoup d'acteurs qui doivent intervenir dans cette situation. Et je pense que, non, tous, leur place ne se trouve pas dans des centres de rétention. Parce que nous devons diviser ces 2000 jeunes qui ont été interpellés au plus en deux groupes. Notamment, d'un côté, nous avons des criminels, des bandits, des criminels endurcis qui doivent normalement faire l'objet des poursuites judiciaires, d'un jugement, ensuite qui seront transférés vers des centres de rétention. Et de l'autre côté, nous avons des jeunes qui ont été emmenés, nous l'avons dit tout à l'heure, qui ont été influencés par les phénomènes des réseaux sociaux ou qui ont été emportés par l'enthousiasme des amis dans des quartiers et qui se retrouvent aujourd'hui à commettre ce type d'acte. Je ne pense que leur place ne se trouve pas en prison, mais bien dans les centres de rétention. Et que fait le gouvernement à l'heure actuelle? Actuellement, le gouvernement construit, notamment dans la partie sud, à Aubéville, un centre de rétention, et dans la partie nord, 2 centres de rétention, qui permettront que lorsque ces bébés noirs seront interpellés, comme on les appelle dans les jargons, bébés noirs arabo-américains, lorsqu'ils seront interpellés, seront, pour ces jeunes-là qui ont été emmenés par des amis qui font le suivisme, seront transférés dans ces centres-là, ces centres d'éducation, de rééducation et de formation, pour qui nous pensons qu'ils pourront être remis à la société pour servir à la société. Donc le gouvernement, en globalité, mène un certain nombre d'actions et vous allez constater dans certains quartiers qu'on a essayé un peu d'atténuer. C'est vrai que le phénomène est encore présent. Ça, il faut le reconnaître, le phénomène est encore présent, mais on a essayé quand même d'atténuer à travers ces opérations-là. Donc, chaque acteur, comme le disait mon frère, a un rôle à jouer. Le rôle de la police, comme il l'a rappelé ici, c'est d'assurer la sécurité. Donc, d'interpeller ces jeunes-là et ensuite de les remettre aux mains de la justice. Alors, moi, j'ai 2 questions là comme ça qui me viennent. En se mettant à la place du Congolais lambda, en vous entendant, on parle d'un nombre d'arrestations assez important, mais on entend dire qu'une fois arrêtés, on les retrouve très vite en liberté et ils n'ont pas vocation à changer leurs habitudes, ils gardent les mêmes habitudes. Et aussi, la deuxième question, c'est une fois qu'on les a, est-ce que, une fois qu'ils sont dans ces centres de rétention, est-ce qu'il y a une transformation qui se fait, qu'à la sortie de là, on a des gens transformés qui sont prêts à être insérés ou réinsérés dans la société? Comme je le disais tantôt, lorsque ces bébés noirs sont appréhendés par la police, alors, comme vous le savez, la police ne peut que les retenir pendant 72 heures. Mais comme je le disais, la place de tous ces jeunes-là ne se trouve pas dans les centres pénitentiaires. Mais ça, est-ce que c'est un argument que le Congolais est en mesure d'entendre? Parce que pour lui, quelqu'un qu'on arrête dans des faits de délinquance, un bébé noir, pour le Congolais, il doit moisir en prison parce que c'est un bandit. Est-ce que cet argument, est-ce que les Congolais sont au courant qu'il y a des mesures judiciaires qui ne permettent pas d'appréhender, de garder un individu au-delà de 72 heures? Oui, moi je comprends totalement le sentiment des populations qui ne demandent qu'être en sécurité, de vaquer librement à leur occupation. Cependant, nous sommes dans un pays de droit. Et nous avons rappelé ici les causes de ce phénomène. Nous avons compris que dans ce phénomène-là, nous avons des criminels qui ont, pour certains, commis
des infractions graves qui doivent être jugées. Et de l'autre côté, nous avons des jeunes qui ont été entraînés soit par le phénomène des réseaux sociaux ou une mauvaise éducation ou encore se sont laissés entraîner par des amis. Vous voyez? Mais est-ce que, comme je le disais, on doit tous les mettre dans un même panier, les balancer à la justice? Je ne pense pas. D'où j'ai parlé des centres de rétention qui sont presque, les travaux sont presque à la fin. Et donc nous demandons encore au gouvernement ici, dans ce plateau de Digital Media Congo, d'accélérer avec les travaux de ces centres de rétention qui permettront que lorsque ces jeunes seront interpellés, de pouvoir les dissocier, donc de mettre d'un côté ceux qui doivent aller à la justice, les mettre là-bas, parce que tous ne peuvent pas être imaginés 2000 jeunes dans nos centres pénitentiaires qui sont surpeuplés aujourd'hui, ne pourront pas suffire dans ces centres-là. Donc, du coup, ce que le gouvernement doit faire, c'est de terminer rapidement ces centres de rétention. Une fois terminés, ces jeunes, comme je le disais, des bébés noirs, ces délinquants-là qui sont emportés par ces phénomènes de société que nous avons cités tout à l'heure, qui doivent être envoyés dans ces centres. Et je pense qu'en ce moment-là, c'est vrai que le problème, on ne mettra pas un terme définitivement à ce problème, mais on va quand même atténuer ce problème et ça permettra quand même aux Congolais de vaquer librement leur occupation. Comme je l'ai rappelé, c'est un phénomène qui existe un peu partout. Mon frère l'a souligné ici, même dans des pays développés comme la France, nous avons aussi ces phénomènes dans certains quartiers où à une certaine heure, on ne peut pas se permettre de se promener de peur de rencontrer ces jeunes-là. Et vous l'avez vu lors des récents événements, notamment lorsque le PSG a remporté la Champions League. Vous avez vu comment est-ce que les jeunes sont descendus. Donc à chaque fois qu'il y a un événement, vous allez voir que ces jeunes dans ces pays, pas qu'en France, bien dans d'autres pays aussi, sortent souvent dans la rue pour agresser des gens, pour commettre des vols, beaucoup d'infractions qui peuvent être réprimées par la justice. Alors, c'est très intéressant que vous abordez cet aspect de sécurité dans des pays même qui ont beaucoup plus de ressources pour faire face à ces questions, notamment la France. Et s'il faut voir cette question de manière plus large, est-ce que vous arrivez à identifier, alors la question elle est pour vous deux, est-ce que vous arrivez à identifier des dénominateurs communs sur la délinquance juvénile? Alors, est-ce qu'on arrive à identifier? D'ailleurs, mon frère ici sur le plateau, Blanchard, a dit quelque chose d'assez extraordinaire. D'abord, commencer à dissocier. Il y a ceux qui commettent des délits. Quand on parle de bébés noirs de manière générale, on va prendre exemple aussi à ceux qui ont volé. Voler n'est pas un crime, c'est un délit. Et donc, du coup, on ne va pas prendre celui qui a volé, le traiter comme un criminel qui a tué. Donc, dans le phénomène bébé noir, et c'est ce qu'il fait de bien, c'est justement de dissocier ces deux réalités-là. Donc, celui qui a volé, on voudrait qu'il soit traité comme celui qui a tué. Ce n'est pas deux réalités. Celui qui a volé peut être justement être un délinquant, je vais dire occasionnel. C'est-à-dire que suivi, comme mon frère l'a dit tout à l'heure, suivre le groupe, suivre un peu ses comparses, ses pairs, et à ce moment-là, il va aller commettre un vol. Et ce vol-là, lorsqu'on le prend dans le sac, dans la population, de manière générale, on va penser que c'est un bébé noir, par conséquent, c'est forcément un criminel. Tous les bébés noirs ne sont pas des criminels. Il y en a qui sont des criminels, mais il y en a qui commettent tout simplement des délits. Donc, il y a une distinction à faire. La question de la délinquance, elle est mondiale. Il ne faut pas penser que, parce qu'on dit que le phénomène viendrait de la RDC, que la RDC est le seul pays à vivre justement ce phénomène-là. En France, nous avons ce phénomène-là. Il y a plusieurs facteurs. Aujourd'hui, on dit que la prolifération peut aussi, l'un des facteurs, ça peut être aussi l'absence de lumière. On dit que quand il n'y a pas de lumière, il y a des cafards qui dansent. Voilà, l'éclairage public, cette absence-là, il n'y a pas de lumière, les cafards vont danser, tout ça. Et donc, du coup, l'absence de lumière peut aider à la prolifération de ces cafards. Mais si on voit aux États-Unis, par exemple, en France, où les chiffres sur la criminalité peuvent être un peu plus importantes qu'au Congo, ce sont des pays plutôt bien éclairés. Ce sont des pays bien éclairés, évidemment. Il y a la politique de l'armement aux États-Unis. C'est pas la même chose que chez nous. Et aux États-Unis, tu peux aller dans un magasin acheter ton arme. Tandis que chez nous, au Congo, il n'y a pas cette réalité. Mais toujours est-il que même si la France semble avoir des lois quasiment similaires au Congo, on a vu ce problème-là. Mais comment est-ce qu'on a pu réussir à baisser un petit peu ce phénomène-là en France? Alors, on a d'abord une politique sociale, on appelait ça le projet de ville. Le projet de ville était un projet qui était mis en place par des municipalités, consistant justement à réduire cet impact-là, et on a fait ce qu'on appelle des grands frères. On a identifié d'abord les chefs de quartier, les grosses têtes du quartier, et puis on leur a donné une forme de responsabilité.
C'est-à-dire que lorsqu'il advenait qu'il y ait quelque chose dans un quartier, c'est eux qui étaient indexés. Et je vois la démarche du directeur de la police, King Obami Itu, ressembler un petit peu à cela. C'est-à-dire qu'il a été voir des personnes qui peuvent répertorier véritablement des délinquants de quartier, mais voilà, pour essayer d'apporter des pistes. Il n'y a aucune différence, parce que les gens vont penser qu'il y a une différence entre la délinquance au Congo et la délinquance en France. Non, il n'y a aucune différence en soi. La différence, c'est la manière dont on va apporter des solutions. La différence, c'est la manière dont on va y répondre. Parce que la délinquance où on coupait les gens, où on tuait des gens, ça existait dans les cités ici. Quand tu rentres dans une cité, c'est pas ta ville, et puis on te dépouille littéralement depuis la gare, ça existait également ici. Mais comment est-ce qu'on a fait pour y répondre? D'abord, on a responsabilisé les grands du quartier, on leur a donné des responsabilités, ils étaient devenus des agents municipaux. Et en étant devenus des agents municipaux, et en même temps on a mis des maisons de quartier, on a mis des centres sociaux, on a mis des maisons éducatives à caractère social, on a même fait une séparation, parce que avant le ministère on peut parler de l'aide sociale à l'enfance, qui était géré par le ministère des Affaires sociales, est devenu départemental. C'est-à-dire qu'on a décortiqué la chose et on a fait appel aux acteurs, et c'est comme ça que c'est arrivé. Mais le problème au Congo on va dire que les grands frères du quartier sont ceux que l'artiste musicien Roga Roga appelait vieux Thomas, qui sont là dans les coins du quartier avec leur bière à médire sur tout le monde. Est-ce qu'on peut espérer de ces grands frères-là qu'ils conscientisent les jeunes? Alors, vieux Thomas, lui, il boit sa bière. Vieux Thomas, il boit sa bière. Et je pense qu'il faut d'abord prendre les têtes que les jeunes craignent. C'est-à-dire, admettons, j'arrive par exemple à, je vais prendre un quartier comme Ngamakoso. On arrive à Ngamakoso, on a identifié la tête du quartier, ceux dont les jeunes craignent. On prend cette tête du quartier-là et on le ramène, on lui dit, voilà, écoute, on fait de toi un agent municipal, mais maintenant, toutes les choses qui vont arriver, ça sera sous ta responsabilité. Lui, il va avoir peur pour lui. Je vais dans le même sens. Ces jeunes ont tendance à ne craindre que ceux qui sont dans le même courant qu'eux. Et donc, il faut promouvoir les grosses têtes de ces organisations de dits bébés noirs. Est-ce qu'il faut les promouvoir, les former pour qu'ils retournent leur veste, qu'ils ne soient plus des apôtres du chaos, mais qu'ils soient plutôt des agents de l'État pour conscientiser ces jeunes-là? Exactement. En fait, moi, je n'appelle pas ça détourner ou encore... j'appelle ça responsabiliser. C'est-à-dire que on les prend, on les responsabilise. Pourquoi? Parce que il faut d'abord connaître quelles sont les problématiques. Et en quelque sorte, ça peut ressembler à acheter la paix sociale. Mais en fait, en réalité, puisqu'ils sont craints par les jeunes et qu'une fois qu'on les responsabilise, eux d'abord, ils ont peur d'être emprisonnés. Ça, c'est la première des choses. Vous serez d'accord avec moi qu'il serait difficile de prendre quelqu'un avec l'appellation de gouverneur général, devenir agent municipal et puis oublier tout de suite tous ces vieux démons, tous ces... Ah non, pas du tout. Mais c'est l'expérience que nous on a eu à faire ici, en fait, en tout cas qui a été faite ici. C'est-à-dire que quand on les a responsabilisés, parfois ils répondaient par des claques. C'est-à-dire que quand un jeune fait de n'importe quoi, il peut le claquer. Il va pas se dépouiller de ces vieux démons, mais cependant que lui, il a peur parce que les projecteurs sont sur lui. Et donc du coup, s'il y a un délit, s'il y a quelque chose qui se fait, un vol à l'arraché, la première des personnes que l'on va voir, c'est toi. Et comme on va venir me voir, moi, je vais éviter que ça arrive. Mais penser que ça suffit, c'est suffisant, c'est faire une erreur. En même temps que l'on fait, il faut penser à des maisons, des centres sociaux. On ne peut pas se dire que parce qu'on les a responsabilisés, on ne trouve pas un centre d'intérêt pour ces jeunes. Et je pense que l'un des facteurs qui peut aussi être aggravant, c'est l'absence justement de la promotion culturelle. Des centres sociaux où les jeunes viennent faire du sport, où les jeunes peuvent aller voir un peu l'ailleurs, où on les sensibilise par rapport à la culture, à l'éducation, etc. Et ce sont ces choses conjointes-là qui vont permettre à essayer d'atténuer les choses quartier par quartier. Si on penser gérer de manière globale directement, on va faire une erreur. Il faut essayer de prendre point par point, secteur par secteur, quartier par quartier, et on dissocie la chose. Très bien. Alors, je vais me tourner vers Blanchard. Est-ce que la proposition de Oko, vous la trouvez qui va dans le sens des dispositifs actuels? Est-ce que vous pensez est-ce que c'est en cours
la mise en place d'une mesure similaire, ou est-ce que vous pensez que c'est une mesure que les pouvoirs publics devraient inclure dans leur politique pour lutter contre l'insécurité? C'est une très bonne proposition. Je pense que parmi les propositions que mon frère venait de faire, que si le gouvernement n'a pas encore songé à cela, il devait peut-être prendre note, si les autorités nous suivent, d'ailleurs c'est le souhait. Toujours dans cet élan, vous savez, ces jeunes-là ne sont pas des inconnus. Ce sont des jeunes qui vivent dans des quartiers à Brazzaville. Tout à fait. Qu'on peut facilement identifier. Et comme je le disais tantôt, ces jeunes-là sont souvent entraînés par des amis, par des grands du quartier. Vous voyez? Donc ils se regroupent en bandes, comme on a cité ici. Ils sont déjà identifiés. Des Arabes dans un quartier, des Américains, des Africains têtus. Ils ont, en tout cas, les dénominations, on les connaît. Vous voyez? Donc je pense que une fois qu'on saisit les chefs de ces troupeaux-là, de ces groupes-là, on pourra directement mettre la main sur le reste. Mais qu'est-ce qu'on en fait une fois que la police les arrête? Je vous ai dit tout à l'heure ici qu'un peu plus de 2000 jeunes ont été interpellés, des bébés noirs. Mais si on n'a pas de place pour aller les mettre, pour les former, afin qu'ils soient utiles à la société, le lendemain, ne soyons pas surpris de les retrouver dans la rue. En réalité, la police aurait déjà fait son travail de les interpeller. Maintenant, il reste à des acteurs que nous avons cités ici, le ministère qui est en charge des sports, de l'éducation, de la formation, de terminer rapidement avec les 3 centres qui sont en construction actuellement, dans la partie nord notamment 2 centres, et dans la partie sud, plus précisément au Béville. Nous avons vu les images, les travaux sont presque à la fin, mais nous demandons encore là au gouvernement d'accélérer. Ça permettra là d'atténuer ce problème-là. Nous sommes un pays de 6 millions d'habitants et on ne peut pas vivre dans les grandes agglomérations avec la peur dans le ventre en se promenant dans un quartier comme Talanga Ingamakoso, Cité des 17 ou un autre quartier de Pointe-Noire. Non, on ne peut pas. Vous voyez, on ne peut pas se le permettre. Et je pense que ces ministères ou ces acteurs que nous avons cités ici sur le plateau doivent travailler de façon conjointe pour régler peut-être définitivement ce problème qui devient récurrent et qui met à mal les populations. Ok, prenons un cas de figure tout simple. On a aujourd'hui au Congo 2 grands artistes musiciens, notamment Tidiane Mario et Diesel Gouti, qui sont des grosses figures suivies par la jeunesse congolaise. Mais on entend dire qu'ils ont des fanatiques qui sont aussi des jeunes délinquants, des bébés noirs. On a un groupe qui est pour un artiste et un autre groupe qui est pour l'autre. Est-ce que ces artistes-là jouent ce rôle-là, dans le sens de votre proposition? Est-ce qu'au lieu de reconvertir un délinquant qui sera craint, est-ce qu'on ne peut pas se reposer sur des grosses figures comme ça qui sont écoutées? Bien sûr, on peut se reposer sur ces figures-là, mais la première des choses, c'est d'abord eux aussi de montrer, parce que je vais le dire sincèrement et honnêtement, j'ai l'impression que leur comportement peut aussi encourager ce type de phénomène. La première des choses, se reposer sur eux, les invitant d'abord, par exemple, à faire quelque chose ensemble. Parce que c'est la musique, c'est la culture congolaise. Nous ne sommes pas à l'époque où, on se rappelle, à l'époque, on parlait de Wenge, Maison Mère, BCBG, tout ça, etc. Et puis, voilà, les gens doivent se taper, moi je suis de là, moi je suis de là. Et la première des choses, je pense qu'ils ont un rôle à jouer parce que leur division en soi et leur encouragement en quelque sorte, ça c'est mon sentiment, c'est pas forcément la vérité, le fait de se déchirer de la sorte, d'être incapable de faire quelque chose de conjoint, c'est quelque chose qui vient aussi nourrir ce sentiment-là. Donc je pense que ça, le gouvernement qui investit petit à petit dans la culture devrait proposer à ces 2 artistes-là de faire des choses de manière conjointe. Alors, une sécurité renforcée, il en va de soi, une sécurité renforcée, mais de les appeler à se montrer frères. Hein, ça c'est très important parce que la guerre qui est menée entre les fanatiques, on dit fan, mais le mot véritable veut dire fanatique vraiment. La guerre qui est menée entre de fanatiques n'est rien d'autre que la transposition de la guerre entre ces 2 artistes.
Mais on voit souvent que dans le milieu artistique, il y a ce genre de rivalité est plutôt bénéfique à la promotion des artistes. Est-ce qu'on ne va pas dire qu'ils sont tombés dans le piège parce que leurs fans, leur base fan est constituée de, malheureusement, ces jeunes délinquants? Et est-ce qu'ils doivent renoncer à cette forme de communication qu'utilisent certains artistes, une rivalité grand public, mais au fond, il se peut qu'ils s'entendent? Est-ce qu'ils doivent renoncer à ça pour s'afficher comme des acteurs d'unité? Bah oui, ils doivent renoncer à ça. Ils doivent renoncer à ça parce que ça fait du mal à la population. Ils doivent renoncer à ça parce qu'on a vu l'exemple, hein, quand ça s'est passé le concert qui a eu lieu le 15 août. On a eu cette expérience-là, bien que les gens aient été fouillés, contrôlés, parce qu'on a eu un peu de spéculation comme quoi il y avait des armes, tout ça, alors qu'il n'en était rien de tel. On a vu que même quand ils sont rentrés dans les concerts, les gens qui étaient venus écouter tout simplement de la musique pendant plusieurs minutes se sont vus être dérangés par ce phénomène-là. Donc oui, ils doivent renoncer à ça, parce que ce n'est pas la seule manière de faire de la musique. Donc ils doivent renoncer pour la sécurité de la population ou encore le bien-être. Je crois que Blanchard veut intervenir. Oui, je voulais intervenir dans ce sens pour dire que c'est vrai, est-ce que la rivalité musicale, elle est mauvaise? En soi, la rivalité n'est pas mauvaise, contrairement à ce que disait Reflet tout à l'heure. Ça permet d'ailleurs à ces artistes-là d'exceller, de proposer le meilleur d'eux-mêmes au peuple congolais, donc le meilleur de la musique. Mettons en ce qui concerne leurs fans. Ok, nous avons parlé ici des acteurs, notamment la famille, les chefs de quartier, les grands frères. Nous avons parlé avant de venir au pouvoir public, les autorités. D'un côté aussi, il y a la musique, le sport qui peut unir les peuples. Donc ces artistes devaient utiliser leur art, la musique, ou encore peut-être les sportifs, pour essayer d'unir les peuples. Je crois que ce genre d'initiatives ont déjà été expérimentées, notamment Roga, lorsqu'il a organisé son concert au stade Massamba Débat, avait réuni les chefs de gang. Bon, en tout cas, je ne sais pas si jusqu'aujourd'hui ils sont toujours chefs de gang, mais à une certaine époque, TC, un des chefs de gang qui a le pied amputé, TC 2000, voilà, qui est aussi artiste, le TC, et puis d'autres chefs de gang au stade Massamba Débat pour dire mettons fin à ce problème. Donc là, c'est un moyen aussi. Et nous avons vu des artistes comme Makalba Maléchek, Diesel Gouti, et un autre artiste, que le nom m'échappe, de Talangayo aussi, la Bazéran, Pattern Maestro. Pattern Maestro, qui ont fait un son où ils déconseillaient aux jeunes. C'est ça aussi leur rôle, les artistes. Voilà, et ils peuvent continuer toujours à jouer ce rôle-là, et ça permettra, je pense que les plus jeunes pourront écouter parce qu'ils suivent ces artistes-là. Donc, ces artistes ont un certain pouvoir, et comme je disais, à travers des concerts, comme vous le savez, ça unit les peuples, ça permettra que les jeunes de Talangaï, Poto, Makele, Kele puissent se rassembler dans un seul endroit, écouter, apprécier la musique, ensuite rentrer sans pourtant créer d'ennui à la population. Très bien. Mesdames et messieurs, nous touchons au bout de notre émission. Sur cette très belle exhortation de mes invités, nous allons donc rappeler que cette question d'insécurité, ce phénomène de bébé noir, est un enjeu sociétal plus large qui fait intervenir plusieurs acteurs, pas que les pouvoirs publics. Nous sommes tous concernés, les parents, les influenceurs, les musiciens, les artistes, les sportifs, et surtout la police et les pouvoirs publics. Nous sommes tous concernés là-dessus. Nous devons en prendre conscience. Nous devons ne pas rejeter les torts, mais nous devons tous travailler d'un commun accord. On doit tous travailler de concert pour endiguer cela. Et bien entendu, cela part aussi avec la volonté de cette jeunesse d'aller de l'avant, de sortir de cette situation-là. Sans volonté, on ne pourra absolument malheureusement rien faire. Alors, nous arrivons donc au bout de notre émission, de cet échange que j'ai trouvé passionnant. J'espère que vous également. Et sur ce, je vais vous inviter à rester scotchés sur Digital Media Congo. Nous aborderons plusieurs thématiques de cette nature et autres qui touchent à la République du Congo. Je vous invite à vous abonner à nos différents comptes Digital Media Congo. Vous nous trouverez sur toutes les plateformes et nous reviendrons très bientôt avec du contenu de qualité. Je vous souhaite une bonne continuité et je vous dis à très bientôt.